Bonjour tout le monde, bienvenue dans Hcast, le podcast du cinéma hongkongais et d'Asie, podcast qui s'affranchit peu à peu du sérieux et de l'expertise de Marvin Montes de jour en jour. Je m'appelle Flo et aujourd'hui pour commenter l'actualité, je suis accompagné d'Erwan Kerok. Bonjour. Bonjour Flo, comme d'habitude j'ai envie de te dire, maintenant on s'est un peu accaparé notre rôle sur les mini-épisodes. L'avion a pris son envol, voilà, on s'éloigne peu à peu des côtes du Marvin Montes Titan. Pour parler d'actualité, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce que il y a des sorties cinéma, il y a des sorties en support physique, même en SVOD. Il y a même des premières annonces pour le Festival de Cannes, côté cinéma d'Asie. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Le mois d'avril est tout aussi chargé que le mois de mars. Donc je te propose de commencer dès maintenant. La première chose qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un film que toi tu as vu en avant-première et qui va bientôt sortir, qui s'appelle Neza 2, c'est un film d'animation chinois. Qu'est-ce que tu as à nous raconter à ce sujet? Effectivement, j'étais à l'avant-première de Neza 2 à Paris. J'en ai même fait un petit vlog pour ceux qui sont intéressés sur la chaîne YouTube d'Hcast. Le truc, et je pense qu'on va me jeter des tomates pourries pour ça, c'est que je n'ai pas vu Neza 1. Ah là là. et donc, j'ai débarqué sur les côtes de Neza 2 en ne sachant absolument pas à quoi m'attendre. Et juste pour rappeler un peu, Neza 2, c'est devenu le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Donc il a rapporté plus de 2 milliards sur un budget d'environ l'équivalent de 80 millions de dollars. C'est un énorme succès et il n'a eu que des sorties, on va dire, relativement confidentielles dans les autres pays du monde. Donc les 2 milliards proviennent majoritairement de la Chine en fait. C'est un film d'animation qui m'a laissé un peu pantois dans le sens où on a des blagues pipi, caca, prout, vomi, morve, littéralement. Aïe aïe aïe. Et à côté de ça, on a des énormes scènes d'action épiques. La dernière demi-heure est une baston, on va dire quasi non-stop, très impressionnante, techniquement très impressionnant au niveau de la représentation des combats qui peuvent être assez violents, voire légèrement sanglants de temps en temps. Donc moi j'en suis sorti quand même un peu pump it up parce que ça se termine quand même sur ce qu'il y a de meilleur dans le film. Je dois avouer que le reste du film, il faut avoir quand même une bonne connaissance de la culture. C'est adapté de légendes chinoises. J'ai pas été pris par l'engouement général, mais je comprends pourquoi notamment les fans de manga et d'anime puissent particulièrement aimer parce que ça reprend quand même beaucoup des codes à divers moments. Il faut quand même assez s'accrocher parce que le film ne fait pas d'efforts pour essayer d'inclure les gens qui ne seraient pas forcément trop au courant de ce qui s'est passé dans le 1, ou même ça introduit beaucoup d'éléments qu'il faut arriver à suivre. Et le mélange des genres, moi, ne fonctionne pas toujours. C'est un film, pour reprendre la phrase, qui est bien mais pas top. Donc Neza 2 sort le 23 avril 2025 en salle. Le côté humour un peu bas du front, mélangé à de l'action épique, j'ai l'impression que c'est très symptomatique du cinéma grand public chinois. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer de Escape from the 21st Century, qui d'ailleurs sort cet été en France. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce petit côté pour essayer de faire la part des choses entre l'humour dont on n'a pas forcément, j'allais dire tous les codes, mais c'est pas ça, c'est plus qu'on a peut-être une intolérance à une certaine forme d'humour. De la même manière, on va essayer du coup d'aller voir les films où il y a beaucoup d'action et une débauche de moyens. En plus, je crois que le succès commercial du film en Chine s'explique aussi par le fait qu'il est très soutenu par le gouvernement. Il y a beaucoup d'entreprises qui justement vous réserver des places pour leurs salariés, ce genre de choses. C'est pas de l'astroturfing non plus, mais il y a quand même une espèce d'artificialité derrière son succès. C'est boosté par le fait que le gouvernement chinois et que l'industrie du divertissement chinois ont envie d'avoir cet énorme succès mondial et du coup se permettent quelques largesses du moins sur le territoire chinois. Maintenant, on va parler d'un autre film chinois, mais qui pour le coup lui n'a pas eu l'aval du comité administratif et qui a une audience nettement plus réduite, à savoir le second volet de jeunesse de Wang Bing qui s'appelle Les Tourments, que j'ai eu le plaisir de voir parce qu'il est sorti en salle en France, il y est toujours à l'heure où on parle, donc allez-y parce qu'il n'y restera probablement pas éternellement. Donc pour resituer rapidement, Jeunesse, c'est un long documentaire en 3 parties qui doit durer à peu près 10 heures en tout. Donc ça, ce n'en est que la deuxième, la première partie durait 4 heures, la seconde également. Et ce sont des documentaires qui s'intéressent à l'industrie textile en Chine. Donc c'est des documentaires qui sont tournés directement dans les usines, mais aussi chez les ouvriers, dans la rue, et c'est très intéressant parce que déjà ça nous montre quelque chose que le gouvernement chinois de façon générale ne nous montre pas. Donc les ateliers textiles bien sûr, mais aussi les barres d'immeubles qui s'étendent à perte de vue dans lesquels vivent les ouvriers. Et au-delà de l'aspect documentaire qui encore une fois est très intéressant, c'est aussi parce que Wang Bing, c'est quelqu'un qui sait faire de très belles images, qui est photographe de formation. Donc c'est une très belle proposition de cinéma. Il y a des récits qui sont très intéressants, aussi bien dans ce que disent les ouvriers, de ce qu'en Wang Bing décide de montrer à l'image. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est un documentaire de 4 heures qui se passe dans une certaine forme de misère. Alors on tombe jamais dans le misérabilisme total parce qu'encore une fois, il cherche pas à ce qu'on prenne les ouvriers nécessairement en pitié. Wang Bing, il veut juste montrer la réalité des choses
et ce dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, notamment en Occident. Parce que là, ça nous rappelle forcément toutes nos habitudes de consommation, et essentiellement sur la fast fashion qui se produit principalement en Chine. Des usines comme Shein, bien sûr, mais pas que, parce qu'il y a aussi énormément de marques occidentales qui se fournissent en Chine pour le textile. Donc c'est intéressant de voir comment c'est fait, qui travaille dessus, et quel est le coût humain derrière tout ça. Ça, c'est le deuxième volet qui s'appelle Les Tourments, qui est actuellement disponible un peu partout en France, mais dans assez peu de salles finalement. À Paris, je crois qu'il est montré dans 2 ou 3 cinémas. Et la troisième partie, il me semble qu'elle sort en juillet et qu'elle sera nettement plus courte parce qu'elle ne durera que 2h30. Donc voilà, ce sera une petite respiration après ces 2 premières parties de 4 heures. Mais ce sont des films très intéressants que je vous encourage à voir. Si d'aventure, par la suite, ils sortent en DVD. Je sais que les documentaires de Wang Bing sont pas forcément mal distribués en termes de sortie physique ou VOD, mais il faut prendre le temps de les caler, quoi. Parce que clairement, si on veut regarder les 3 à la suite, c'est quand même 10 heures. Faut prendre sa journée off, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ça peut être des visionnages qui peuvent être assez éprouvants. Je pense essentiellement au premier, parce que là je parle du second, mais le premier c'était véritablement près de 4 heures dans l'usine, donc on avait le bruit des machines à coudre quasi non-stop. Finalement, il y a un côté assez méta à ça, parce qu'on se dit, ok, c'est assez désagréable, mais si même moi j'arrive même pas à survivre à une demi-journée de ça, comment est-ce qu'un ouvrier chinois au sein de l'usine, il peut survivre à ça? Du coup, tu fais un peu le parallèle entre ta vie et la sienne, même si encore une fois c'est extrêmement basique. Mais c'est super intéressant comme film, et je trouve qu'il est surreprésenté en termes de cinéma documentaire, parce qu'on parle beaucoup de lui quand on parle de documentaire chinois, mais à raison, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une vision des choses très intéressantes et qui montre plein de sujets qui sont pas nécessairement mis en lumière, ni évidemment par le cinéma chinois traditionnel et qui est approuvé par le système, ni par le cinéma documentaire de façon générale. Continuons dans notre petite aventure des sorties d'avril. Là, on parle d'un film qui n'est pas encore sorti, mais qui s'appelle Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Le titre est savoureux. C'est un film de Pat Bunitipat et c'est un film thaïlandais. Erwan, il me semble que toi, tu as eu la chance de le voir. Ouais, c'est un film, justement, le titre est assez catchy. Ça parle en fait d'un jeune homme qui est un peu un loser dans sa vie et qui en fait comprend que s'il s'occupe bien de sa grand-mère, peut-être qu'il pourra récupérer beaucoup d'argent sans rien faire en fait, enfin juste en s'occupant d'elle un petit peu, en faisant semblant de s'intéresser à elle. Et évidemment, inévitablement, il va commencer à s'attacher à cette grand-mère dont il n'a rien à foutre à la base, hein. Donc c'est une histoire assez émouvante. Mais finalement, moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Je trouve que l'émotion prend pas assez vite ni assez facilement. En fait, je pense que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Même si c'est intéressant, il y a un bon rythme. Je me suis jamais retrouvé vraiment emporté par l'émotion de cette relation qui aurait pu être, à mes yeux, voilà, nettement plus touchante. Ça reste un bon film, mais je pense qu'avec un sujet pareil, et il y a un côté un peu divertissant à voir ce jeune homme qui essaye d'entourlouper son monde et de se faire de l'argent sur le dos de sa grand-mère, et en plus qui s'y prend très mal à la base parce que elle, c'est évidemment une femme très traditionnelle et lui, c'est un jeune homme moderne. Donc encore la modernité contre la tradition. Voilà, mais c'est un film très sympa néanmoins. Et on passe un bon moment devant. C'est vrai que j'en ai aussi beaucoup entendu parler, mais c'est parce qu'en réalité, le film a eu énormément de succès, aussi bien en Thaïlande d'ailleurs qu'à l'international. Et il me semble que c'est le film thaïlandais qui a généré le plus de revenus à l'international de l'histoire du cinéma thaïlandais. Ah oui. Cinéma thaïlandais qui en plus, pour le coup, est pas forcément sous-représenté dans la distribution qu'on peut avoir sur les plateformes de SVOD. Il y en a pas mal qui sortent sur Netflix, sur ce genre de plateforme-là. Et il y a des choses très intéressantes. Et c'est vrai que celui-ci, ça fait un moment qu'on en entend parler. Ce film sort en France le 16 avril. Donc n'hésitez pas à aller quand même faire un tour. Je pense que ça peut être divertissant. Moi, en tout cas, j'irai voir. Le concept m'attire. Prochain film dont je vais vous parler de mon côté, moi j'aime beaucoup les films qui font pleurer. Parce que pour le coup, celui-ci, il est pas rigolo du tout. C'est un film iranien qui s'appelle Au pays de nos frères, qui est réalisé par Raza Amir Fazli et Ali Reza Ghassemi. Une réalisatrice, un réalisateur, ils se sont mis à deux pour faire ce film sur des réfugiés afghans qui vont vivre en Iran. Forcément, l'Afghanistan est devenu très instable des suites de l'invasion américaine au début des années 2000. Une grande partie des réfugiés afghans se sont retrouvés en Iran, qu'ils appellent donc, c'est dans le titre du film, le pays de leurs frères. C'est là-bas qu'ils décident de vivre. C'est un film qui est en 3 parties, sur 3 personnages distincts, mais qui appartiennent tous à la même famille. On se rend très vite compte de la manière dont justement, non seulement le gouvernement iranien va les traiter, pas de la meilleure des façons, spoiler alerte, mais aussi la population iranienne. On va dire qu'ils sont vraiment des citoyens de seconde classe, alors qu'ils sont pour le coup très insérés pour certains dans la vie de l'Iran. Et forcément, quand on regarde ce film depuis la France, on a du mal à ne pas penser à la situation des réfugiés de plein d'autres pays qui viennent justement en France, participent à la vie française, travaillent chez nous, s'insèrent dans la société, participent à sa culture, mais pour autant sont quand même traités et par le gouvernement et par une partie de la population comme des citoyens de seconde zone. Donc c'est très intéressant, c'est un film qui est extrêmement émouvant, qui est actuellement disponible en salle, et de la même manière
Skull Wangbing, c'est pas forcément un film qui va être extrêmement grand public, donc je vous invite à aller le voir. Il passe encore une fois, hein, dans 3-4 salles à Paris et un peu partout en France, mais vraiment, c'est au compte-gouttes les sorties, donc n'hésitez pas à aller le regarder. On ressort de là avec toujours plus de conviction qu'on devrait accueillir les gens de tous les pays et peu importe d'où ils viennent et peu importe s'ils ont quelque chose à nous apporter, parce qu'au final, on est tous humains et qu'on a envie de s'en sortir et qu'on devrait faire en sorte d'aider notre prochain, quoi qu'il arrive. De ton côté, Erwan, toi, tu as également vu un autre film qui sort. Alors, pas tout de suite pour le coup, celui-ci, parce qu'il sortira d'ici quelques temps, parce qu'on va parler maintenant d'un film de Kiyoshi Kurosawa, dont on a parlé récemment dans Hcast, parce qu'on vient de sortir un épisode sur Cure. On va parler de Cloud de Kiyoshi Kurosawa, que toi, tu as pu voir en avant-première. Avant-première, où il y avait également une masterclass de Kiyoshi Kurosawa qui était présent. Bon, j'ai essayé de placer une question, mais j'ai pas réussi. Il y avait trop de gens qui voulaient lui poser des questions, notamment sur comment faire peur au cinéma. Cloud, un peu mitigé, je dois avouer que j'étais un peu déçu, même si on retrouve le style inimitable et cette ambiance très pesante de Kurosawa. Je trouve que le film prend des raccourcis, des fois tu comprends pas trop les réactions des personnages, pourquoi ils agissent de la manière dont ils agissent. Même si d'une certaine manière ça fait partie de l'univers de Kurosawa, ici on n'est pas dans du fantastique en fait, on est vraiment dans un film on va dire réaliste. C'est vrai que des fois il y avait des choses qui paraissaient un peu gratuites, donc j'ai pas complètement accroché au truc. C'est intéressant hein, parce que c'est l'histoire d'un mec qui fait de la revente en ligne et donc qui arrive un peu à arnaquer les gens, à leur acheter des trucs, à les revendre beaucoup plus cher, et sa vie est tourné vers son écran, vers vendre son truc, parce que sa vie d'une certaine manière en dépend seulement. Il est rapidement rattrapé par des acheteurs qu'il a plus ou moins arnaqué en leur promettant des super produits, et derrière il récupère des trucs pas cool, et donc ça va un peu le rattraper. La dernière partie est assez divertissante, mais il faut se coltiner quand même pas mal de longueur auparavant. Donc voilà, pas complètement emporté par ce retour de Kurosawa. Pour les fans, je pense qu'il faut y jeter un coup d'œil, mais je m'attends à mieux dans un prochain film parce que là voilà, un peu déçu. De toute façon, que vous aimiez Cloud ou non, ce ne sera pas l'unique film de Kiyoshi Kurosawa que vous aurez l'insigne honneur de découvrir cette année, puisque on va également avoir Chime, son moyen-métrage. Chime, c'est une chanteuse, qui sortira le 28 mai. Cloud, de son côté, sera disponible le 4 juin. Et on aura également La Voix du Serpent, qui sortira le 16 juillet en France. Donc 3 films de Kiyoshi Kurosawa, ils sortent chez Arthouse. Je pense que j'irai les voir, justement. Notre discussion sur Cure m'a donné envie de découvrir un petit peu plus l'œuvre de ce cinéaste, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Autre film, autre succès, puisque tu vas nous parler maintenant de The Last Dance d'Anselm Chan, un film qui a eu un succès énorme à Hong Kong. Et j'ai cru voir, sans trop en dire, que ça t'avait pas plus convaincu que ça. Mais je vais passer pour un vieux grognon, parce que depuis le début, j'ai l'impression que tous les films, je dis... Ouais, c'est bien, mais pas top. C'est important, les gens ont le droit de savoir si c'est bien ou non. C'est ça. Bon, ces avis n'appartiennent qu'à moi, hein, et je suis très content si les gens n'ont pas le même avis que moi et aiment ces films, parce que ça soutient le cinéma asiatique, ce dont je suis tout pour. The Last Dance, c'était celui peut-être pour lequel j'étais le plus partant. Je me disais, ça va vraiment être cool, l'histoire d'un organisateur de mariage qui, à cause de la pandémie, ne fait plus son beurre et doit reprendre le business de quelqu'un de sa famille, je crois c'est son oncle ou son beau-père, je sais plus, qui lui prend sa retraite et donc il se retrouve à la tête d'une entreprise de pompes funèbres. Et en fait, il se retrouve avec un associé qui est un vieux moine taoïste extrêmement respecté et qui, en fait, lui-même intervient lors de représentations funéraires, toute une cérémonie extrêmement ancrée dans la culture du pays. Et donc de ce côté-là, en fait, de ce point de vue-là, moi je me suis dit, ça peut être vraiment cool parce qu'il va y avoir un clash un peu générationnel. Encore une fois, c'est la modernité contre le vieux monde qui se clash, mais bon, c'est un sujet éternel. Hein. Je me suis dit, ouais, il va apprendre le respect, ils vont trouver un terrain commun, ça va être intéressant, et puis d'apprendre justement plus sur la culture autour des rites funéraires en fait. Et en fait, je trouve que le film est absolument flingué par la réalisation. Visiblement, Ansel Chan, avant il faisait que des comédies, là justement c'est un film qu'il a imaginé pendant la pandémie, et je le sens personnellement pas du tout à l'aise avec le drame. Je trouve que ses choix de mise en scène sont pas du tout appropriés, et c'est marrant parce que dès les premières secondes du film, on commence à voir la ville, on se rapproche de l'immeuble où ça se passe, on rentre, et je trouvais que c'était déjà pas du tout approprié dans sa mise en scène. Je trouvais ça un peu anecdotique ce choix, et des trucs tout cons, hein, mais des détails. Quand le film a commencé, j'ai vu la police des titres et je me suis dit c'est une police de film d'action quoi, c'est pas du tout approprié. Donc tout de suite ça m'a mis dans un feeling de je ne suis pas dans de bonnes mains en termes de mise en scène. Je ne suis pas dans de bonnes mains, mais j'étais prêt. Moi j'étais ouvert. Je me suis dit bon, ça se trouve voilà, c'est pas lui qui a choisi la police, quoi que ce soit. Bref, en fait le scénario, je trouve qu'il est intéressant. Je pense que l'idée est tout à fait valide et ce qu'elle essaye d'accomplir est tout à fait valide. Mais la mise en scène est complètement à côté de la plaque entre les intentions du scénario et les intentions de la mise en scène. C'est pas du tout adapté. Et donc, finalement, grosse déception, manque de rythme. Les personnages principaux, donc le moine taoïste
et Michael Hoy, qui est le jeune homme, enfin c'est relatif, qui reprend la société funéraire. En fait, je trouve que c'est pas des personnages qui m'ont été très sympathiques. Je me suis beaucoup plus attaché au personnage secondaire, qui était la fille du moine qui se clash avec son père, effectivement, parce qu'elle a jamais eu le droit d'être moine, parce que c'est une profession réservée au mâles, et donc c'est son fils qui a repris le truc, mais son fils, tu sens qu'il est pas en kiff non plus. Et ces deux personnages-là, l'une est ambulancière et l'autre est moine, donc je trouvais qu'ils avaient des histoires beaucoup plus intéressantes. En tout cas, c'était des personnages qui m'étaient beaucoup plus sympathiques. Et donc, ça a été tout un concours de choses qui a fait que, sur la fin, en fait, j'ai été super déçu. C'est peut-être, de tous les films dont on a parlé, c'est peut-être le film qui m'a le plus déçu. C'est pas un film que je conseille. D'une certaine manière, je peux comprendre l'attrait pour un truc qui est très culturel et sur lequel, en fait, le faisceau n'a pas été beaucoup mis jusqu'ici, la lumière n'a pas été beaucoup mise jusqu'ici. Mais en termes de résultats, la mise en scène flingue énormément de bonnes intentions. Et donc pour moi, c'est une grosse déception. Ouais. Et c'est plutôt une bonne chose, Erwan, que ce soit une déception, parce que de la liste, c'est le seul film qui, à date, ne dispose pas encore de sortie française. Le film est sorti un peu partout en Asie, je l'ai ajouté à la liste parce que je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Encore une fois, c'est le plus gros succès au cinéma à Hong Kong de cette dernière année. Et le film est sorti un petit peu partout, il est sorti un petit peu en Occident. Pour l'instant, en France, on n'a pas de date de sortie, donc à voir si un distributeur le récupère. C'est vrai que de la manière dont on parle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très spécifique culturellement et je sais pas si un film qui n'a pas de portée comique ou d'action, comme pouvait en avoir une par exemple City of Darkness, peut vraiment s'extraire du carcan hongkongais pour parler au grand public en France. Et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'à date, le film ne trouve pas de distributeur chez nous. La dernière chose dont on aimerait vous parler avant d'attaquer les sorties physiques et VOD, alors ça ne concernera que les personnes qui vivent en Île-de-France. C'est un cycle qui va débuter au Forum des Images, salle que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Qui se souvient du génocide cambodgien. Ça commence le 14 avril et ça s'achève le 4 mai et il va y avoir plusieurs dizaines de séances pour parler du génocide des Khmers rouges. Donc pas le sujet le plus marrant de votre printemps, mais probablement quelque chose de très intéressant quand même. Ce sera l'occasion de voir certains films qu'on n'a pas vus au cinéma depuis très longtemps, comme La Déchirure, par exemple, de Roland Joffé, qui est un très bon film. Il me semble que c'était d'ailleurs son premier film qu'il avait réalisé avant de faire Mission. Il y a aussi beaucoup de films documentaires et ou à moitié fiction de Ritipan, qui est un cinéaste d'origine cambodgienne qui justement a beaucoup documenté le génocide. Plein de films très intéressants, il y en a notamment un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est un film qui s'appelle Tour d'exil, qui est réalisé par Jenny Teng et qui va s'intéresser essentiellement à toute la diaspora chinoise et cambodgienne qui vit dans le 13e arrondissement de Paris et sur la manière dont justement ils sont arrivés en France et dont ils vivent en communauté à Paris. Donc ça, c'est du 14 avril au 4 mai au Forum des Images et ce sera l'occasion de découvrir plein de films. Encore une fois, c'est pour la plupart soit des séances uniques, soit le film est diffusé peut-être une ou deux fois. Mais voilà, ça devrait être plutôt intéressant. Passons aux sorties en disque, en Blu-ray, en DVD, en SVOD, en tout ce qu'on veut. Dead Talent Society de John Chu, qui est enfin sorti sur Netflix, on vous en parlait dans l'épisode sur Cure. Erwan, toi tu as enfin eu l'occasion de le voir et tu as été moins convaincu que moi par cette comédie d'horreur. Je trouvais que les règles de l'univers, pour rappeler, ce sont des fantômes qui, pour ne pas disparaître, ils ont besoin que les humains se rappellent d'eux et donc ils les effraient. Et donc il y a tout un système, il y a toute une société de fantômes organisée comme une société réelle où en fait les fantômes ont des rangs et il faut qu'ils effraient de plus en plus pour monter dans les rangs et puis finalement pour obtenir la gloire auprès des autres fantômes et être rappelés auprès des gens qui les aiment et ne pas disparaître corps et âme, comme je disais. J'avais du mal à comprendre les règles de cet univers. Beaucoup de choses qui m'échappaient, ce qui fait que ça m'a empêché de rentrer complètement dans le délire parce que j'étais souvent en train de me poser des questions sur comment les choses fonctionnaient. Peut-être que je me suis posé trop de questions et j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Alors je reconnais qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de fun à avoir, c'est par moments très drôle, mais je dois avouer que mon engouement n'a pas été total. Ouais. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Dead Talent Society, donc encore une fois, comédie d'horreur taïwanaise, c'est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas si vous êtes abonné. Et ça vaut le coup d'œil. On va parler maintenant des sorties physiques à proprement parler. Full River Red de Zhang Yimou, un cinéaste chinois qui me tient particulièrement à cœur. C'est son dernier film qui est sorti en France l'an dernier au cinéma. Il sort chez Carlotta en Blu-ray. C'est un film qui est très intéressant. Je ne vous en dis pas plus que c'est un film d'espionnage avec beaucoup de retournements de situation, un film en costume en plus, donc visuellement c'est très impressionnant. Avec de la comédie aussi, non ? Avec un petit peu de comédie. C'est un film qui, dans l'esprit, se rapproche beaucoup de ce qu'ont pu faire les frères Cohen à une certaine époque. N'hésitez pas à écouter Discordia aussi. N'hésitez pas à écouter l'épisode de Discordia qui en parlera, qui devrait sortir le 21 avril normalement. Vous pouvez déjà écouter nos premiers épisodes sur Zhang Yimou. J'ai écouté, c'est très intéressant, ça repasse sur toute la carrière de Zhang Yimou. Jetez un coup d'oreille parce que ça vaut vraiment le coup. Le seul truc peut-être à garder en tête avant de le voir, sachez que c'est un film de studio, donc qui a été fait sous le contrôle de la censure chinoise et qui est fondamentalement nationaliste. Donc si vous allez le voir, gardez ça en tête. Ne vous dites pas que vous allez voir un film de gauche, c'est pas le cas. Au-delà de ça, le film a des qualités visuelles, narratives, de mise en scène, etc.
En revanche, pour son fond politique, il est relativement nauséabond, donc gardez ça en tête si vous allez le voir. Seconde sortie dont on va vous parler aujourd'hui, et ça fait un petit truc au cœur d'en parler, parce que c'est un film qui sort chez ce fameux label HK Vidéo, qui n'a plus vraiment d'existence aujourd'hui, mais ils ressortent quand même aujourd'hui Septet, un film qui est en réalité un omnibus composé de 7 parties, donc 7 segments réalisés par 7 cinéastes différents de Hong Kong. De mémoire, on a Johnny To, qui est la personne qui a un petit peu initié le projet, Tsui Hark, forcément, Yuan Wuping, Hanoi, que j'aime beaucoup, Sammo Hung, Patrick Tam, et le dernier, je l'oublie tout le temps. Est-ce que c'est pas Ringo Lam? C'est Ringo Lam, tout à fait, mon cher Erwan. Et j'ai même le souvenir que ça devait pas être Yuan Wuping, que ça devait être John Woo. Oui, tout à fait. Qui devait réaliser son segment, mais pour X raisons, il ne l'a pas fait. C'est un film qui est très intéressant. Moi, je trouve qu'il est très inégal. Il y a des parties qui sont sublimes. Celle de Patrick Tam, celle de Hanoi, même celle de Yuan Wuping, elle est étonnamment touchante. Je m'attendais pas à autant d'émotion de la part de ce réalisateur. Mais il y a des trucs beaucoup plus décevantes, notamment le segment de Tsui Hark, qui est le tout dernier. Après, je suis pas forcément la plus grande amatrice de Tsui Hark de l'histoire, donc voilà, prenez ça avec des pincettes. Mais c'est un film qui reste intéressant, essentiellement parce que ça donne 7 regards différents sur Hong Kong, à 7 époques différentes, avec 7 jeux de personnages différents. Et vraiment, c'est pour le coup un terme qui est assez galvaudé, mais c'est vraiment une lettre d'amour à cette ville. Et à une époque où justement, elle perd un petit peu de son identité parce qu'elle a été un petit peu mangée par la Chine de plus en plus. C'est vraiment intéressant de voir ce que cette personne, pour qui Hong Kong, c'est vraiment leur vie, de voir ce qu'ils ont à raconter sur leur ville et de quelle manière ils le font. Donc voilà, c'est sorti dans un espèce de combo, je crois, Blu-ray DVD, comme ils aiment bien faire de temps en temps. Donc je crois que c'est un peu plus cher que d'habitude, ça doit coûter une trentaine d'euros. Mais c'est vraiment un joli morceau d'histoire de Hong Kong et je suis pas sûr que ce soit disponible autrement, donc n'hésitez pas à sauter dessus. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait des stocks énormes non plus parce que, encore une fois, c'est un espèce de rassemblement de courts-métrages, donc c'est pas non plus le truc le plus vendeur auprès du grand public. Exactement, ouais. Quand bien même il y a des grands noms de Hong Kong sur l'affiche, quoi. En parlant de Hong Kong, parce qu'on est quand même finalement le podcast du cinéma hongkongais, j'aimerais vous parler rapidement d'une autre sortie DVD qui s'appelle Tout ira bien, qui est sorti l'an dernier au cinéma. C'est un film qui est sorti chez Noor Films, et donc c'est essentiellement un film qui raconte la manière dont une femme va devoir se battre pour conserver son appartement après le décès de sa compagne, parce qu'elle était en couple lesbien avec une femme, et à Hong Kong c'est un petit peu compliqué, et du coup, au-delà de l'aspect juridique, qui est évidemment une lutte à elle seule, il y a aussi le fait que sa belle famille, une fois que sa compagne décède, va complètement la mettre de côté et va essayer de la déposséder de cet appartement en disant que en fait elle a pas vraiment de légitimité à hériter de l'appartement. C'est un film qui est très joli parce que on découvre un petit peu la manière dont cette femme s'est en réalité créée une famille à part entière avec ces gens-là pendant toute la durée de son couple avec la personne qui vient de décéder, et très rapidement il lui tourne le dos et du coup elle doit en fait trouver une nouvelle famille auprès de la communauté gay et lesbienne justement de Hong Kong, qui va essayer de la soutenir dans cette démarche pour qu'elle cherche à conserver cet appartement. Donc forcément c'est pas un film qui est très rigolo parce que ça implique le deuil aussi, beaucoup d'homophobie, mais ça le fait de façon très efficace, très intéressante, et il y a aussi pas mal d'humour dans le film. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande, qui est sorti chez Noor Films, qui sort beaucoup de très bons films pour le coup. Leur ligne éditoriale, moi je suis toujours relativement fan. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Ultime film dont on va vous parler en sortie physique, c'est un film dont on vous a déjà parlé dans Hcast quand on vous parlait de Battleship Island, c'était une de mes recos, je m'en souviens. C'est L'ombre du feu de Shinya Tsukamoto, qui est un film japonais. Il sort en Blu-ray chez Carlotta, et c'est un film qui va s'intéresser à l'après-guerre, à l'après-seconde guerre mondiale au Japon, et essentiellement entre 3 personnages, donc un enfant, une femme qui du coup était restée au pays, et un ancien soldat qui revient du front finalement, qui du coup doit vivre dans cette espèce de misère dans laquelle était prise l'intégralité du Japon à cette époque-là. C'est super intéressant parce que c'est d'une part très peu manichéen, et d'autre part ça nous montre une facette du Japon de l'après-guerre qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'au cinéma, j'en ai déjà parlé, mais on a tendance à voir un Japon uni dans l'adversité, qui veut redresser la barre et se sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et la réalité était tout autre, bien évidemment. Il y avait des laissés pour compte, et c'est aussi ce à quoi ce film va commencer à s'intéresser. Tsukamoto, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce réalisateur, c'est quelqu'un qui est relativement radical en plus, et c'est pas forcément son film le plus violent ou le plus noir, mais ça reste un visionnage compliqué. Donc vraiment, gardez ça en tête. Ne voyez pas ça en vous disant que vous allez voir un film feel good. Voilà, non, vraiment pas. C'est tout l'inverse. C'est un feel bad movie. C'est un feel bad. On n'est pas là pour se marrer, clairement, mais vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'après-guerre au Japon. Maintenant qu'on a parlé du passé, du présent, parlons du futur, parce qu'on va vous parler très brièvement du Festival de Cannes. Il va bientôt débuter, viennent d'être annoncées les premières sélections, pour la sélection officielle bien sûr, mais aussi pour quelques autres sélections
annexes. Tout n'a pas encore été annoncé, donc il est possible que d'ici à ce que le podcast soit mis en ligne, il y ait d'autres choses qui soient annoncées. Mais pour l'instant, il y a 4 films qui ont retenu notre attention sur la liste des choses qui ont été annoncées, des films asiatiques évidemment. Il y a 3 films japonais, le cinéma japonais est extrêmement bien représenté dans cette sélection, et un film hongkongais qui revient de loin. On va commencer peut-être par le cinéma japonais pour garder le hongkongais pour la fin, parce que c'est un petit peu notre cœur de métier finalement. Premier film japonais dont on va parler aujourd'hui, c'est Renoir de Chie Hayakawa. C'est une réalisatrice qu'on connaît parce qu'elle avait déjà sorti un film qui était sorti en salle en France il y a 2 ans de ça, qui s'appelait Plan 75. Rapidement, Plan 75, d'ailleurs, il est disponible en DVD, en Blu-ray, je pense, chez nous, vous pouvez le trouver assez facilement. C'est un film qui s'intéressait essentiellement au grand âge au Japon et qui, du coup, était un petit peu, on va dire, une espèce de dystopie dans laquelle le gouvernement japonais mettait en place une démarche pour que les personnes au-delà de 75 ans puissent faire une demande de suicide assisté pour qu'en gros la société japonaise se débarrasse progressivement de ces personnes âgées. Alors c'est assez horrible quand je dis ça comme ça, et le film ne fait rien pour édulcorer les choses, c'est assez dur, mais c'est très intéressant la manière dont justement la réalisatrice va porter un regard sur les personnes âgées, sur la manière dont la société interagit avec eux, et surtout sur ces gens qui, bah, pour certains, ont envie de mourir parce qu'ils considèrent qu'ils apportent plus rien à la société ou parce que leur vie elle est terminée parce qu'ils ont 75 ans et qu'ils ont peut-être plus de perspectives d'avenir, ce genre de choses. C'est un film qui est très intéressant mais qui est encore une fois plutôt feel bad movie. Du coup, son deuxième film dont on va parler là tout de suite, qui s'appelle Renoir, qui n'a rien à voir avec le peintre impressionniste du même nom, est un film qui va s'intéresser à une petite fille qui va devoir gérer la mort imminente de son père qui est atteint d'un cancer. Donc pareil, ça va pas être fun. C'est pas une cinéaste qui a l'air d'avoir beaucoup envie de faire des comédies. Mais c'est typiquement le film canois. Contrairement au film dont on va parler maintenant, qui s'appelle Exit 8. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Exit 8, mon cher Erwan. Pas du tout. Alors c'est assez rigolo parce que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Ce serait très étonnant qu'une adaptation de jeu vidéo se retrouve à Cannes. Tout à fait. Mais Je pense qu'ils étaient pas au courant. ils étaient pas au courant. C'est un jeu vidéo semi-horreur concept dans lequel le joueur se trouve dans une station de métro et doit en sortir. Il y a 8 étages et il doit repérer les anomalies dans le décor à chaque fois pour savoir si il y a quelque chose qui va pas ou s'il peut continuer son chemin. En gros. Donc c'est un concept qui est extrêmement basique, mais qui visuellement est très très fort parce que le jeu fonctionne sur cette espèce d'espace liminaire du couloir de métro japonais recouvert de carrelage blanc qui peut avoir un côté un peu angoissant quand même. C'est assez intéressant et surtout, moi ce qui m'intrigue particulièrement, voilà, il y a 2 choses. La première, c'est que son réalisateur, c'est Genki Kawamura qui, il y a 2 ans, avait réalisé N'oublie pas les fleurs, qui était un beau drame, encore une fois, qui parlait bon, de choses un peu dures, mais surtout, il y a un acteur que j'aurais pas imaginé là-dedans, qui s'appelle Kazunari Ninomiya, plus connu sous le nom de Nino, que vous avez peut-être déjà vu dans La famille Asada, il tient le premier rôle du photographe, Ah. et aussi dans Lettres d'Iwo Jima, pour ceux qui se souviennent de ce film, moitié d'un diptyque de Clint Eastwood, qui était d'ailleurs très intéressant. Mais donc voilà, troisième film et dernier film japonais dont on va vous parler sur Cannes, ça s'appelle A Pale View of Hills. C'est réalisé par Kei Ishikawa, qui avait réalisé notamment A Man, qui était sorti, c'était il y a 2 ans, aux saisons Hanabi. Un film sur de l'usurpation d'identité, on va dire, et sur une personne qui disparaissait et quelqu'un d'autre prenait sa place auprès de sa femme. C'est un film avec Sakura Ando. Dans quoi ne joue pas Sakura Ando de nos jours, mais c'était un film qui était intéressant. Et donc celui-ci, A Pale View of Hills, ça va être un film à double narration sur une même femme, mais à 2 périodes de sa vie. Une dans les années 50, juste après la catastrophe, enfin plutôt la bombe nucléaire qui s'est abattue sur Nagasaki, et une autre dans les années 80, après qu'elle ait émigré en Angleterre, et donc en pleine guerre froide. Donc on va avoir un petit peu 2 aspects de sa vie et apparemment le film va jongler entre ces 2 narrations tout au long du film, donc je sais pas exactement quel sera le méta-récit de tout ça, mais ça devrait être assez intéressant à regarder. Après moi, A Man, j'avais pas été complètement convaincu par le truc, mais point de vue mise en scène, c'était intéressant, donc je pense que Kei Ishikawa, il a des choses à raconter et les premières photos que j'ai vues du film, en tout cas la photo a l'air assez belle. Ultime film de cette sélection cannoise qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un film, c'est un peu une arlésienne, Sons of the Neon Night de Juno Mack. C'est un polar hongkongais qui est dans les cartons, si je ne me trompe pas, depuis 2017-2018, ça fait très longtemps. Le Covid est passé par là. À l'affiche, on retrouvera Takeshi Kaneshiro, Louis Ko, Tony Leung, pas Chiu-Wai, l'autre, Ka-Fai. Très très gros casting hongkongais. C'est du polar hongkongais. Je crois que le film est en noir et blanc. Limbo a fait des émules. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il sera apparemment visible à Cannes. Donc, est-ce que ensuite il sera visible chez nous? Ça reste encore une autre chose. Bon, un polar HK, c'est toujours bienvenu. C'est rien que pour l'espoir de retrouver un petit peu la gloire d'antan, quoi. D'autant plus que, bah, encore une fois, là, le film va vraiment surfer sur des vieilles gloires du cinéma hongkongais. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Takeshi Kaneshiro à l'affiche d'un film, et je crois qu'en plus, c'est le premier rôle. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Je
je suis curieuse, moi, la première. Il y a d'autres films qu'on n'a pas vus dans les annonces de Cannes, mais qu'on pourrait potentiellement espérer d'ici à ce que le festival débute. Je pense notamment à Hope de Na Hong-jin, le prochain film du réalisateur de The Strangers, qui est toujours a priori dans les cartons, on sait pas trop. On a aussi, de mémoire, No Other Choice de Park Chan-wook, prochain film du réalisateur de notamment Decision to Live, son dernier film en date. Et moi, la grosse attente que j'ai, et je sais que c'est celle de beaucoup de monde, c'est aussi Résurrection, le prochain film de Bigan, celui qui avait fait Un grand voyage vers la nuit avec Tang Wei. Et donc ce film-là, il sera notamment avec Shu Qi, donc actrice fétiche de Hou Hsiao-hsien, réalisateur taïwanais que vous connaissez sans doute. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des attentes particulières sur Cannes De ce que tu m'as cité, c'est le film de Na Hong-jin. C'est celui qui me parle le plus parce que c'est un cinéaste dont je suis très fan. J'ai beaucoup aimé la quasi-totalité des films. Et je suis surpris parce que j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une possibilité qu'il soit à Cannes. Donc je dois avouer que j'étais en train de me dire, pendant que tu disais ça, de me dire « Ah, ce serait une bonne raison d'aller à Cannes cette année. » Après, encore une fois, le cinéma asiatique étant très peu présent dans la sélection officielle et dans les quelques séances spéciales, on peut espérer qu'il y en ait un petit peu plus dans les autres sélections. Eh bien, on a terminé ce tour de l'actualité pour le moins chargé. Est-ce que tu as autre chose à dévoiler à nos auditeurs avant que l'on se quitte? Non, je vais juste rappeler que on va se retrouver pour un épisode, on va dire, normal sur PTU. Donc Police Tactical Unit, le premier film de la franchise, donc réalisé par Johnny To. On va se retrouver très bientôt pour enregistrer ça, donc ce sera d'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines max. Et l'épisode sur Cure de Kiyoshi Kurosawa. Tout à fait. L'occasion de découvrir un podcast dans lequel je découvre peu à peu pourquoi un film est en réalité plutôt chouette et pas une déception comme je pouvais le penser de manière initiale. Et comment on découvre que, visiblement, en tout cas de ce qu'on m'a dit, je suis d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai qu'on découvre ça à la fin du podcast. Et comment le film t'a hypnotisé pour t'ouvrir la main. Non mais vraiment, beaucoup de révélations dans cet épisode sur Cure, n'hésitez pas à aller le regarder. En plus, vous pourrez entendre la voix doucereuse de Marvin Montes qui vous chuchotera des choses à l'oreille et peut-être vous hypnotisera aussi pour que vous laissiez un commentaire élogieux sur Apple Podcast. Écoutez, d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à regarder des films parmi ceux qu'on vous a recommandés, à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux et puis en dehors de ça, on vous souhaite une excellente journée et à très vite.